Ma devise, qui est devenue la devise de notre association, c'est « Il faut donner à la mort une place, sinon elle prend toute la place ». Et ça, pour moi, c'est très important. Je m'appelle Alix Noble-Burnon, je suis thanatologue, formatrice d'adultes, conteuse. Log, c'est là la parole, donc psychologue. Et puis thanatologue, thanatos, c'est le dieu grec de la mort. Le thanatologue, c'est celui qui cherche à donner des paroles ou des mots sur la question de thanatos, la mort. C'était pas du tout un métier jusque-là. Les métiers autour de la mort, ils étaient traditionnellement liés à la spiritualité. C'était donc la prêtrise, ou alors ceux qui travaillaient là autour, qui étaient les pompes funèbres. La thanatologue, c'est quelqu'un qui va devoir pouvoir proposer une réflexion et des outils sur des plans très très vastes, comme qu'est-ce qu'on fait quand il y a un problème de deuil, qu'est-ce qu'on fait pour les enterrements, qu'est-ce qu'on fait, des choses très concrètes. Le deuil et la perte, ça fait partie de toute vie. Et ça génère un état de confusion normal, totalement légitime, et lié à tous les humains. Le deuil n'est pas une maladie psy. Ça peut révéler des problèmes d'attachement, et dans ce sens, il faut un psy. Mais la plupart du temps, simplement, il faut pouvoir aiguiller la personne, la coacher un peu. Donc les suivis de deuil, c'est ça. L'objectif de ces suivis de deuil, c'est de pouvoir permettre à la personne de pouvoir se retrouver avec plus que ce qu'elle avait. Transformer le vide et l'absence en un plus. Ça demande du boulot. Et en 1926, il y a une femme qui s'appelle Elisabeth Kübler-Ross qui a mis en place un concept révolutionnaire à l'époque, qui sont les étapes du deuil. C'est génial, c'est fabuleux, la stupeur, le déni, la colère, le gain, la résignation, elle a beaucoup travaillé là autour. Le seul problème, c'est que c'était en 1956 et que ça fait il y a très longtemps. Et que maintenant, on est dans quelque chose de complètement différent. La question de la mort va me mettre dans des états de confusion et de remaniement intérieur complets, qui vont prendre du temps. Au fond, la personne qui était là et qui n'est plus là, il va falloir que je puisse trouver une autre façon d'être en contact avec elle. Cette expérience-là me fait remettre en question beaucoup de choses, qui sont des choses que j'ai jamais tellement questionnées dans ma vie quand tout va bien. Le principal travail que moi je fais avec les personnes endeuillées, c'est de d'abord regarder qu'est-ce qui les aide à vivre. Alors on va aller regarder d'autres événements qui ont pu se passer avant, et de voir comment elles s'en sont sorties. Donc c'est quoi les ressources que la personne a, c'est quoi les fragilités que la personne a aussi, et puis comment est-ce qu'elle peut faire pour se mettre d'accord et régler ses comptes avec la personne qui est décédée. Le rite finalement, c'est les choses qu'on doit faire quand on vit un passage. Donc un bon rite de séparation, ça identifie le défunt, ça l'honore, ça identifie les endeuillés, et puis ça implique la communauté qui est là pour cadrer tout ça. Et au fond, le rite va pouvoir me permettre de donner une structure à des moments émotionnels extrêmement flous. Il y a quelque chose d'éminemment sain et structurant dans ces espèces de chapitres qui nous sont donnés par la tradition finalement. Quand j'ai commencé, il ne fallait pas en parler. On avait l'impression que si on en parlait, tout le monde allait tomber raide mort. Bon, ça a un peu changé, mais dans le tabou de la mort, il y a des plus petits tabous qui sont alors vraiment extrêmement puissants. Alors le tabou des enfants impactés par la mort. Donc ça, vraiment, on ne touche pas à ça. C'est un scandale dans notre époque aujourd'hui que les enfants puissent être touchés de près ou de loin par la question de la mort ou qu'eux meurent. Ça, c'est pas supportable. On ne peut pas mourir quand on est un enfant. Il y a un autre tabou qui est très important, qui est le tabou du corps. Donc un corps mort dégoûte, fait peur, fait honte, et puis on l'élimine rapidement avec la question de la crémation. La Suisse est le pays qui crématise le plus après le Japon. Je pense que c'est un non-événement, parce que je pense que, d'après ce qu'on sait, c'est extrêmement rapide. Je pense que c'est un moment particulier, je ne sais pas du tout comment je vais le vivre, mais surtout, je ne sais pas du tout comment ce sera après. Je le saurai quand je le vivrai. Voilà peut-être ce que ça m'a appris.